Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. À chaque semaine, j'ai le plaisir de vous entraîner dans des zones nouvelles, des zones inconnues. Cette semaine, nous allons explorer un petit peu les travers de l'âme humaine. Nous allons aller dans les extrêmes entre le génie et la folie. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui Frédéric Morin. Bonjour. Frédéric. Frédéric est l'auteur d'un tout nouveau livre qui vient de paraître en librairie qui s'appelle Cœur saignant. Alors, Frédéric nous propose là un roman policier dans la plus pure tradition du roman policier. Maintenant, j'aimerais d'abord, avant qu'on parle de votre œuvre, parler un peu de qui est Frédéric Morin et que vous me situez. Quel a été votre parcours vers l'écriture? Moi, je suis né à Ottawa. J'ai vécu là pendant quelques années. Ensuite de ça, quelques années à Saint-Lambert. Mais je suis arrivé à Québec. J'ai commencé ma première année du primaire à Québec. Alors, ma mère est franco-ontarienne. Mon père est originaire de Québec. Ma mère est originaire de Sturgeon Falls, en Ontario, une petite ville francophone. Mais je me considère comme originaire de Québec. Et j'ai aussi vécu en Irlande pendant 3 ans, de 17 ans à 20 ans. Alors, c'est là que j'ai développé le goût pour les voyages, pour la culture en général. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup l'Europe. Et qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Vous avez fait une formation? J'ai étudié dans plusieurs domaines. J'ai étudié en littérature, en traduction, en cinéma, en communication et en design graphique. J'ai beaucoup de cordes à mon arc, mais c'est vraiment la littérature et le cinéma qui me passionnent le plus. Je suis écrivain pour l'instant, mais j'aimerais bien être scénariste un jour. Ça, c'est mon grand rêve. Écrire pour le cinéma. C'est vraiment ça qui me tenterait. Et de toute façon, on pourrait déjà dire d'entrée de jeu que Cœur saignant, c'est un roman cinématographique. Vous y avez placé des caractéristiques qui font qu'on peut facilement visualiser l'action ou le milieu dans lequel vous nous entraînez. Parlez-moi un petit peu de ce sujet que vous avez abordé dans Cœur saignant. Quel est votre propos? Moi, j'accorde beaucoup d'attention au décor. J'ai été très influencé par le cinéma italien, surtout par les giallo. Ce sont des suspens italiens. Mes réalisateurs préférés sont Dario Argento et Mario Bava. Je ne sais pas si vous connaissez. Eux, ils mettent vraiment... Ils accordent une attention très particulière aux images, aux couleurs, tout ça. Certains de leurs plans dans leurs films, certaines images, on dirait vraiment des tableaux. C'est comme des peintures, c'est vraiment très beau. Alors, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que quand ils lisent mes descriptions, ils se sentent comme avec les personnages. Okay. Ils peuvent imaginer très bien les lieux. Et puis, c'est ça, moi, j'accorde une très grande importance au décor. J'aime quand le décor reflète la personnalité du personnage. OK. Donc, vous avez un souci aussi d'esthétique et de détail qui permet au lecteur d'entrer vraiment dans la scène. Oui. OK. Oui. Maintenant, vous avez créé des personnages. Maintenant, ces personnages-là nous amènent à quel univers? Disons, ce sont des personnages, j'en ai quelques-uns qui sont suspects, parce que c'est un roman policier, bien sûr. Puis il y en a qui sont pas mal fous, si on veut. Ils ont des petits problèmes. Ils sont en liberté, mais ne devraient pas l'être. Donc, vous avez privilégié un milieu... fou. Un milieu où folie, au bord de la folie. Oui. Des gens qui sont marginaux, peut-être, on pourrait dire? Bien, étant donné qu'il y a des meurtres en série, c'est sûr, moi, je me dis que pour qu'une personne commette un meurtre, il faut qu'elle soit un petit peu timbrée. Alors, c'est sûr qu'elle vit dans un environnement qui est un petit peu excentrique. Par exemple, il y a des toiles de Salvador Dali dans la maison, des toiles de Picasso. Alors, c'est très imagé. Donc, un souci d'une extrême culture, mais en même temps, une fragilité psychologique des personnages. Oui. Ou un côté déjanté un peu, à la limite entre le génie ou la folie. Oui. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cet univers? Bien, je trouve que c'est original. J'aime pas dépeindre des milieux où évolue monsieur et madame tout le monde. Moi, je cherche vraiment l'originalité, l'excentricité. Et votre roman se déroule dans quel milieu? On est dans quelle époque? On est dans quel milieu exactement? C'est l'époque contemporaine à Montréal. Et comme l'action se passe à Montréal, eh bien, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas québécois. Alors, ça ajoute une saveur multiculturelle, je trouve, exotique, si on veut, à l'histoire. OK. Donc, on s'entend que Montréal, il y a parfois des gens très bien qui vivent dans notre environnement, mais il y a aussi des gens, justement, à la limite peut-être de la marginalité. Et c'est ce que vous avez choisi pour planter votre décor. Oui, oui. Je voulais que ça se passe dans une grande ville parce que
une histoire avec des meurtres en série dans un petit village, je pense que le coupable va être découvert assez vite, tandis que dans une grande ville, on peut se camoufler plus facilement. OK. Alors... D'où l'idée que vous semez tout au long du roman de 346 pages. 346 pages. Vous nous laissez sur un appétit incroyable de savoir qui est le meurtrier, oui. mais on ne connaîtra le nom du coupable qu'à la 346e oui, page. Oui, je dévoile l'identité du coupable à la toute fin. Moi, je connais certaines personnes qui aiment lire la dernière page d'un livre avant de commencer un roman, mais ça, il ne faut pas faire ça avec le mien parce que vous allez briser votre plaisir. Okay. Alors, il ne faut pas lire la fin, il faut lire du début à la fin, attendre. Puis, c'est ça, je compte sur le sens de l'observation et l'intelligence du lecteur pour qu'il devine l'identité du coupable. Et jusqu'à maintenant, les gens qui l'ont lu, personne n'a deviné l'identité du coupable. Alors, je pense que j'ai réussi mon coup. C'est bon, c'est bon. Alors, c'est ça, c'est que ça nous amène à parler peut-être un petit peu de votre processus d'écriture. Est-ce que ça a été un ouvrage qui a été long à écrire? Oui. Comment s'est fait comment a évolué le travail de recherche ou d'écriture? Ça m'a pris 7 ans pour l'écrire, mais parfois, je pouvais passer 3 semaines sans écrire un mot. J'attendais vraiment que l'inspiration vienne. Je me forçais pas. Je voulais vraiment que tout soit bon. Je voulais pas forcer les choses. Alors, c'est pour ça que ça a été aussi long. Ça a pris 7 ans, mais comme je vous dis, je pouvais passer 2, 3, 1 mois, parfois, sans écrire un mot. Alors, okay. Est-ce qu'on peut penser que vous aviez déjà un plan de travail ou est-ce que vous avez été intuitif dans votre procédé d'écriture? Oui, je n'avais pas de plan de travail du tout. J'écrivais le plan 2 à 3 chapitres à l'avance et je me suis rendu compte que c'est ce que Quentin Tarantino fait. Lui, quand il écrit un scénario, il ne sait pas où il s'en va. Il écrit au fur et à mesure parce qu'il se dit, si moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer, le spectateur ne pourra pas le deviner. Alors moi, je fais la même chose que lui. Je ne l'ai pas copié, j'ai commencé à faire ça, puis c'est plus tard que j'ai su que lui aussi procédait de la même façon. Même moi, j'étais rendu aux 3/4 de mon roman, je ne savais même pas qui était le coupable. OK. Donc, vous avez, comme certains auteurs le font, laissé vos personnages décider un peu oui. de ce qui allait leur arriver au fil des chapitres. Oui, moi, je ne comprends pas les gens qui dressent un squelette de leur histoire de A à Z, ils connaissent tout ce qui va se passer. Moi, je trouverais ça un petit peu dommage de faire ça parce que moi, je veux me réserver quelques surprises aussi. Et quand les personnages sont vraiment bien définis, ils finissent eux-mêmes par choisir l'histoire. Oui. Bien, en fait, c'est ça, mais ça prend quand même une certaine, je dirais, un certain goût pour la liberté oui. de commencer un processus d'écriture, d'y travailler pendant 5, 6, dans votre cas, 7 ans, et de se réserver le plaisir à la fin de vraiment dénouer sans savoir vers où vous alliez. Oui. Je trouve que c'est une surprise pour moi-même et je crois que le lecteur va le sentir, ça aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de choses inattendues dans mon roman, mais c'est normal parce que moi-même, je ne savais pas où je m'en allais trop. Puis, est-ce que vous avez eu du plaisir à écrire ce livre-là, oui. de la première à la dernière ligne? Oui, absolument. Oui. Quel était l'élément de stimulation qui vous amenait à le continuer d'une étape à l'autre? Qu'est-ce qui vous a alimenté dans ce désir d'écrire? Les personnages suspects n'ont aucune limite. Ils sont très originaux. Comme par exemple, j'ai un personnage qui passe presque sa vie dans les animaleries. Il collectionne les animaux les plus étranges possibles. Il a un serpent, un scorpion, un mille-pattes, une pieuvre. Alors, même s'il ne fait pas partie... en fait, c'est un suspect, mais quand il entre dans une animalerie, le lecteur se demande, quel genre de bestiole est-ce qu'il va encore acheter aujourd'hui? Alors, il y a plein de petits suspens comme ça, un petit peu partout. OK. Chacun des personnages a donc sa vie oui. et des raisons que l'auteur a semées pour prétendre ou pour présumer qu'il pourrait être un criminel. Oui, en fait. C'est ça. Et tous les personnages sont très différents. Alors, même s'il y a beaucoup de personnages, ils sont très bien définis. Donc, on sait que du côté des suspects potentiels, ce sont des gens marginaux, multiculturels. Maintenant, oui. Du côté des enquêteurs, quel type de personnage avez-vous créé pour nous permettre de dénouer cette intrigue dans Cœur saignant? Oh, ils sont très, très sympathiques, très
conservateur, si on veut, parce que je sais que des fois, dans certains romans policiers, il y a des enquêteurs qui sont alcooliques ou ils ont des problèmes, ça. Non, moi, je me suis dit que mes suspects sont déjà assez timbrés. J'ai fait en sorte que les deux enquêteurs, parce que c'est une histoire assez compliquée, ils sont deux enquêteurs. Alors, on voit une complicité entre les deux, c'est une amitié entre les deux. Alors, moi, je m'identifie beaucoup plus aux enquêteurs qu'à mes personnages. Je voudrais pas rencontrer mes personnages dans la réalité. Dans la vraie vie. Oui. Donc, si vous aviez la possibilité de choisir vos voisins, vous n'auriez pas à choisir le genre de voisin que vous avez mis en scène dans votre livre. Je voudrais pas la plupart de mes personnages comme voisins, non. Donc, plus rassurant d'avoir les enquêteurs dans votre entourage pour essayer de garder un certain contrôle sur la réalité. Oui. Oui. Et ces personnages, ceux d'enquêteurs particulièrement, est-ce qu'on a la chance ou on aura la chance de les voir revenir ensuite? Est-ce que Cœur saignant, c'est un produit unique ou là, vous avez créé des enquêteurs qui pourraient revenir dans d'autres histoires? Les enquêteurs pourraient revenir dans d'autres histoires et je pourrais même écrire une suite à ce roman-là parce que ce ne sont pas la plupart des personnages qui se font tuer, bien sûr. Alors, je pourrais ramener les personnages qui survivent dans une suite très facilement. OK. Donc, il pourrait y avoir une suite. Au roman ou reprendre. Une nouvelle histoire, mais dans laquelle certains personnages pourraient revenir. Oui, ou je pourrais aussi reprendre les personnages des deux enquêteurs. Et les ramener. Dans une toute autre histoire. Ça pourrait se faire, oui. Et est-ce qu'ils ont des caractéristiques très attachantes ou est-ce qu'ils sont très typés, ces enquêteurs? On est habitué de voir souvent dans les séries, romans policiers, des enquêteurs qui deviennent des personnages un peu plus grands que nature ou des personnages auxquels on s'attache ou on s'identifie. Est-ce que c'est le cas pour vos enquêteurs? Oui, je crois qu'ils sont très sympathiques. Je décris aussi leur relation avec leurs femmes, tout ça. Alors, donc, ils ont une vie? Leur fille aussi. Okay. Alors, c'est une famille. Là. On voit que les deux enquêteurs sont amis ensemble d'abord, sont plus que collègues, sont amis. Okay. Et puis, leurs deux femmes sont amies entre elles aussi. Leurs deux filles se tiennent entre elles. Alors, c'est vraiment... Ils sont unis. Alors, donc, vous avez créé un univers autour des personnages d'enquêteurs aussi. Donc, ils ont une vie. Oui, ils sont en 3 dimensions. Ils ne font pas juste enquêter. On les voit dans leur temps libre aussi, quand ils soupent ensemble avec leurs femmes et leurs enfants, tout ça. Alors, si on avait une version cinématographique de ce film, quelle serait la caractéristique de ce film? Si vous aviez à annoncer en bande-annonce « Cœur saignant, c'est tel genre de film », qu'est-ce que vous diriez pour coiffer un peu l'ensemble de ce contexte? Moi, je dirais que c'est un hommage au giallo, les suspens italiens. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui ressemble plus. En fait, ça serait comme un mélange de films. La cinématographie serait un petit peu comme italienne, tandis qu'il y aurait beaucoup d'action comme dans un film américain. Ça serait comme... C'est bien. Oui. Donc, action, écriture dynamique. On ne connaît le résultat de l'enquête qu'à la dernière page, donc on y va lentement pour le déguster jusqu'à ce qu'on puisse détecter, si on est un lecteur habile, détecter qui serait le coupable potentiel. Oui, en fait, on peut aussi dire que c'est un hommage à Agatha Christie, qui est comme ma muse, si on veut. J'ai lu presque tous ses livres. Et puis, mais ça va faire l'objet d'une autre discussion entre nous. Alors, Frédéric Morin, on s'arrête pour le moment. D'accord. Et j'invite les gens à nous rejoindre après la pause. Je laisse aux gens une petite pensée de Lovecraft, qui est quelqu'un qui vous a inspiré, bien sûr. « Je sais pour toujours que je suis d'ailleurs, un étranger en ce monde, un étranger parmi ceux qui sont encore des hommes. » Merci, Frédéric Morin. Merci beaucoup. De retour maintenant avec un autre personnage qui va nous entraîner à la limite de, je dirais, du génie et de la folie. D'ailleurs, je voyais à l'endos de son livre un commentaire de Jean-Marc Amiotte qui nous dit « Entre le génie et la folie, la ligne est parfois mince. » Et le 12e tableau de Jean Vigé, c'est la ligne. Alors, j'accueille Jean Vigé. Bonjour, Marie Bossard. Bonjour, auteur du livre Le 12e tableau. Ah ben oui, le 12e tableau. Alors, c'est un livre très intriguant. C'est un livre dont le contenu et le contenant sont vraiment à découvrir. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on en parle, comme d'une expérience de lecture très différente, qu'on situe un peu qui est Jean Vigé.
Jean Vigée, c'est un travailleur en construction. J'ai 2 corporations avec lesquelles je gagne ma vie pour les dépenser dans le domaine des arts, de l'écriture et de l'édition, puisque le milieu de la sédition ne veut pas qu'on mette de l'illustration et de la couleur sur des livres. Donc, vous avez décidé, comme le milieu de l'édition formelle ne convenait pas vraiment à votre mode d'expression, les gens auront déjà connu votre tendance à faire un peu des jeux de mots comme Sol nous a habitués à le faire. Monsieur Favreau nous avait habitués à le faire. Mais quand même, on va reconnaître chez vous ce côté ludique, ce côté de vous amuser avec les mots. Ça, oui. Pour moi, c'est fondamental. Lire, c'est d'abord écrire quelque chose, le relire 10 fois, 12 fois, et si tu ris encore à la 10e fois, c'est que c'est bon. Si à la 3e fois, c'est plus drôle, tu vas tout simplement réajuster ton tir d'arbalète et tu vas y aller avec un autre changement de style. Parce que ce livre-là, c'est en soi un livre d'humour et d'horreur. C'est le mélange de deux univers qui souvent sont très différents parce que l'horreur... Ils sont souvent dos à dos. Oui, ils le sont, mais l'horreur, ça a plutôt tendance à être quelque chose de plat, de froid, tu sais, avec des éléments qui n'ont pas en soi de ressort ou de recours à une autre alternative de perception et d'explication. C'est un récit qui, lui, est plus dans le style qui fait appel à un humour qui est érotique, qui est un humour social. Ça va chercher toutes sortes de flashs du passé et du futur, et ça nous ramène ça dans un contexte de vampirisme et de divinité qui sont malsaines et qui font des choses sur la planète qui me rappellent un peu un des livres que j'ai écrit. C'est une espèce de contexte d'humour qui est mélangé à d'horreur, qui lui est plus froid, qui ne fait pas appel à une espèce d'éclaboussement de la pensée du lecteur. Mais le 12e tableau, ça fait référence à quoi? Le 12e tableau, c'est que, bon, c'est l'histoire d'un mec qui, lui, termine son université avec une mention d'absence totale et qui, lui, est avec un de ses chums, et ils ont des perceptions polysensorielles. Okay. Et là, à un moment donné, ils répondent à une annonce classée dans le Journal de Montréal et ils se ramassent à désirer aller dans ce château, découvrir ce lieu, c'est un lieu? Oui, c'est un lieu, et qui, lui, est censé être dans un lieu qui, en soi, est lugubre, avec des dieux malsains. Donc là, on est dans l'horreur, là. On est dans l'horreur. Dans une ambiance horrible. Et comment allez-vous intégrer l'humour dans ce 12e tableau? Comment je pourrais vous dire ça? L'humour, en soi, c'est une soupape. Oui. Quand on a une situation qui est difficile, on pèse sa switch et pouf! C'est ça, ça nous permet d'évacuer, de sortir du drame. Oui, ou de la peur extrême ou du danger. Oui, absolument, exactement. Okay. Alors, en soi, quand il y a une émotion d'horreur et une émotion de rire, ce sont deux éléments qui sont tellement différents que lorsqu'ils éclatent simultanément, ils vont créer une dualité dans la pensée. C'est comme une réaction chimique de l'émotion que vous nous proposez. Oui, c'est une vous êtes dans la chimie fine des émotions où on va basculer entre l'horreur, l'humour, l'érotisme, parce que vous nous annoncez aussi des caractéristiques particulièrement truculentes dans ce livre. Donc, le lecteur aura plein de découvertes à faire. En fait, les découvertes se font d'abord au niveau visuel. Tu as dit, si tu permets que je te tutoie, tu as dit au début, c'est que ce livre-là, en soi, c'est un livre, c'est une bichromie, c'est un 2 couleurs illustré. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience de lecture n'est pas
n'en est pas une d'un livre qui, lui, est linéaire, plat, statique, dans une blancheur de page. Alors, lui, il fait appel à différentes illustrations, et ces illustrations-là ont été créées à partir du texte, et ce texte-là, lui, va nous faire vagabonder entre les errances d'humour et celles de l'horreur. Et vous avez créé autant les mots que les images. Oui. Vous avez été aussi l'artisan de toute cette mise en page, de cette production de livres. Vous êtes non seulement un auteur qui présentait son livre, vous êtes aussi un artiste, un artisan. Bien, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans le domaine de la séparation de couleurs chez Lithochrome en 1974 pendant plusieurs années, chez des imprimeurs en lithographie offset. Et je m'occupais de faire la préparation de A à Z. Donc, tant qu'à faire un livre, vous vouliez faire un livre qui vous ressemble. Et j'ai toujours aimé ça. C'est d'ailleurs ce que les éditeurs refusent. Ils ne veulent rien savoir d'un livre illustré en couleur parce que ça ne serait pas conforme à ce que font les autres. Mais, tu sais... Être unique, c'est ça, être unique. Ouais, mais vous nous proposez quelque chose d'unique. C'est pas unique. Le 12e tableau, il n'y a rien d'équivalent sur le marché maintenant. Non, il n'y a rien d'équivalent. Mais si on regarde au niveau comment je pourrais vous dire ça? Dans les années 50, là, il y avait plein d'illustrateurs qui travaillaient autant pour des journaux, des magazines que des éditeurs. Il y a plein de nos auditeurs qui n'étaient même pas nés, là. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il y a eu une standardisation, une blanchissure. On a arrêté de créer. On a arrêté de joindre les violonistes aux gens de théâtre. On a arrêté de joindre les illustrateurs aux gens d'écriture. On a enfermé les processus et on les a cloisonnés pour pas qu'ils s'influencent. Bien, moi, je suis pas capable de regarder un livre sans l'imaginer dans une robe de couleur. Donc, vous le rendez vivant. Oui, j'essaie. Mais le point de départ d'un livre comme le 12e tableau, est-ce que ça a été d'abord le texte ou c'était le produit, le contenu, le contenant? Qu'est-ce qui C'est toujours le texte. Je vous donne un exemple. Je viens de terminer la 13e porte, qui est la suite du 12e tableau. Ça m'a pris 23 jours. J'ai fait 300 pages. Alors, ça m'a pris 23 jours et j'ai fait 300 pages. Et là, après ça, je vais réduire. Quand il va être suffisamment dense, là, je vais l'habiller d'illustrations dans une mise en page. Et après ça, je vais faire la finition. Qui va me donner les dernières... artistique. Oui, le côté artistique. D'abord, dire, oui, ça, j'aurais besoin de l'aile d'un château, d'une porte qui s'ouvre, j'ai besoin de ça. Donc, je le mets là. Et ensuite, je retravaille le dessin, et en même temps, je retravaille le texte. Donc, vous êtes quelqu'un qui produisait d'abord le texte. L'élément déclencheur, c'est le propos, le sujet. Oui. Ce n'est pas une bande dessinée. Ensuite, vous avez un processus complémentaire, couche par couche, qui nous permet de développer le produit à partir du manuscrit de base, jusqu'à en faire une œuvre qui est vraiment, vraiment unique. Là. Parce qu'on... trop, là. C'est pas unique. C'est comme je disais, dans le passé, il y avait des livres illustrés. Ils sont disparus à cause de... Mais dans quel livre va-t-on retrouver des pliages, des collages, des agencements? Dans quel livre va-t-on trouver des pages panoramiques qu'on peut déplier sur notre table de travail pour entrer davantage encore dans le texte? Moi, j'ai 50 ans de littérature et j'ai jamais vu un livre comme le 12e tableau. Tous mes livres sont des livres illustrés. Le second qui va partir bientôt chez l'imprimeur, c'est un livre en... Quand vous l'ouvrez, sa panoramie, c'est 4 pages à la fois. Un livre, c'est 2 pages. Oui, mais là, vous allez avoir Tandis que là, c'est un livre qui a 4 pages. Oui. Ouais, un dépliage panoramique. Il est panoramique. Ceci est panoramique parce que c'est ouvert, comme on parle d'un format DVD panoramique. C'est ça. Mais par contre, là, maintenant, je vais, dans le prochain, je vais faire comme 4 pages. On va vraiment faire 4 pages à la fois. Ce qui me donne une plus grande marge au niveau de l'illustration, au niveau du look. Et Jean Viger se révèle comme un créateur vraiment marginal par rapport à l'industrie actuelle. Quelle est la définition larousienne du mot marginal? Celui qui est à côté de ses pompes, à côté de ses bottines, à côté de la conformité ou à côté celui qui est capable de sortir de la conformité pour nous amener ailleurs, pour explorer autre chose. Oui, la marginalité, ça ressemble à ça. Vous êtes dans le ludique. On sent que l'auteur s'amuse avec les textes, mais on sent aussi que le créateur nous définit, nous
nous polie un ouvrage en nous le présentant avec des iconographies qui font un symbole. Vous faites des clins d'œil à toutes sortes d'ouvrages, à toutes sortes de tableaux. Vous êtes dans la culture éclatée. Mais oui, vous êtes un homme de culture. Vous oui. avez réuni tout un bagage culturel derrière chaque Il y a des mot. côtés techniques intéressants dans les dessins, comme à la page 184. Il y a 13 000 fois le chiffre 13 dans ce dessin-là. Donc, vous avez aussi des pages qui sont des pages à contrainte. Ah! Comme de l'écriture à contrainte. Vous vous êtes jeté des défis. Oui, aussi. Comme le livre, lui, il a 8,5 par 10,4. Si vous additionnez tout ça, ça donne des chiffres 13. Le nombre de chiffres 13 dans ce livre-là, à part dans les illustrations, il y en a, je pense, c'est 60. Le numéro de téléphone, 1-418-823, quelque chose que j'ai oublié, 45-67, c'est 6 fois la variante du chiffre 13. Jean Vigée, le 12e tableau, à quel endroit je peux me le procurer? Ben, c'est dans une librairie qui en fait la demande. Tu sais comment exactement ça fonctionne. Tu as un distributeur qui, lui, chapeaute des éditeurs et qui, lui, va distribuer ces livres-là. Ils sont 23 au Canada. Et il décide qu'est-ce qui va être mis de l'avant ou non, selon Mais là, les gens ont l'occasion de se le procurer dans toutes les librairies actuellement. Non, c'est pas dans toutes les librairies. Non, tu le sais. il est dans toutes les librairies. Actuellement, il entre dans toutes les librairies avec la base de données Memento. Et effectivement, le lecteur peut vous retrouver n'importe où. Mais pas sous forme physique de papier. Mais moi, j'ai envie de... Regarde, tu viens de me dire une affaire. Mon livre, lui, il est comme sur une base de données, mais sous forme papierale, sous forme... imprimée. Sous forme imprimée, sous forme papierale. Est-ce que vous rentrez dans une librairie, mettons, chez les 88 gros libraires qu'il y a au Québec? Il y a 240 libraires agréés au Québec. Point de libraire. 240 libraires agréés au Québec, Jean Vigée. Et si les gens demandent le 12e tableau... Ils vont pouvoir l'avoir. Aux éditions Franchaises, ils vont partout pouvoir l'avoir. Oui, ça c'est vrai. L'important, c'est de leur rappeler, peut-être en terminant cet entretien, qu'il s'agit d'un livre vraiment spécifique, spécial. Il s'agit d'un récit à la fois humoristique et dramatique ou horreur. Et ésotérique aussi. Ésotérique. C'est ésotérique. Alors c'est du Jean Vigée au premier degré, mais c'est aussi une expérience de lecture que les gens pourront faire en se procurant ce livre dans les prochains jours. D'abord le format, ensuite le contenu. Le contenu. Alors, je cite un petit passage de votre livre qui m'a inspiré, moi, qui dit « Vous savez, écrire, c'est une vocation sans sous-table. » Ah oui, c'est bon, ça. C'est difficile, mais c'est aussi un peu illusoire. Merci beaucoup, Jean Vigée, pour cette rencontre. Bon succès avec le 12e tableau. Ouais, on va voir. Merci à chacun. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités aussi percutants et aussi dynamiques que l'a été Jean Vigée. Merci. À bientôt.